Bonjour à tous et bienvenue sur Mental Science, notre chaîne YouTube qui nous parle de santé mentale et d'éducation culturelle. Aujourd'hui, on va parler de handicap, c'est-à-dire comment dans nos familles c'est perçu, comment vivent les enfants qui ont un diagnostic d'autisme dans les familles africaines et comment les familles africaines font face au diagnostic d'autisme pour leurs enfants. Je suis avec Yolande Boufak aujourd'hui, qui est éducatrice spécialisée, qui va nous parler de beau travail qu'elle fait avec les autistes et leurs familles. Donc Yolande, je te passe la parole pour te présenter. Bienvenue sur Mental Science. Merci Vivette, c'est un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui. Merci déjà pour l'invitation et c'est vraiment apprécié toute la sensibilisation que tu fais à travers ta chaîne YouTube. Donc je suis Yolande Boufak, éducatrice spécialisée. Je travaille beaucoup avec les familles et les enfants autistes, les personnes qui sont en situation de handicap. Merci Yolande. Alors, je vais directement passer à la première question. En tant qu'éducatrice spécialisée, quels sont les constats que tu as pu effectuer en ce qui concerne l'impact du diagnostic de TSA dans les familles africaines? Que ce soit des familles qui vivent au Cameroun, en Afrique, en Europe ou même aux États-Unis. En termes d'impact, on va déjà voir la stigmatisation. Donc, que ce soit au Cameroun, ici, c'est des familles qui sont déjà très stigmatisées par la communauté. Et je pense que la stigmatisation aussi vient de la méconnaissance de l'autisme, qui est un trouble neurodéveloppemental. On s'entend que chez nous, en Afrique, il n'y a pas un mot en différentes langues qui désigne l'autisme. Et c'est encore très, très tabou. Donc, la communauté a peur même d'approcher les familles qui ont des enfants autistes. Souvent, d'autres personnes vont croire que leurs enfants vont être contaminés si ils sont en contact avec ces familles-là. Dans les écoles aussi, j'ai essayé de prendre le cas du Cameroun. Dans certaines écoles où les promoteurs veulent même faire de l'inclusion, donc, c'est-à-dire avoir ces enfants-là dans leurs écoles et pouvoir les accompagner. C'est certains parents qui vont se braquer en disant que non, je veux pas que cet enfant-là vienne contaminer mon enfant. Et aussi au niveau de l'impact, c'est les attentes souvent des familles. Donc, quand un enfant naît, on s'est dit, chez nous, on veut que l'enfant soit ingénieur, l'enfant soit médecin. Et quand l'enfant commence à avoir des gros défis dont les parents sont comme déçus, c'est comme une honte pour la famille et souvent on va les cacher aussi. Et si c'est un enfant qui a des comportements, des difficultés au niveau, des difficultés d'adaptation. Moi, je n'aime pas dire trouble de comportement, des difficultés d'adaptation parce que souvent c'est ça. Généralement, les familles vont les cacher aussi à la maison. Parce que il y a ce jugement aussi du regard extérieur. Au Canada, on va le constater aussi dans notre communauté. Ces familles sont très isolées et très stigmatisées. Donc, d'où un appel aussi à la compréhension d'aller vers ces familles et de pouvoir les aider, de pouvoir les accompagner, de pouvoir empathiser aussi avec eux. OK. En fait, tu as cité tellement de facteurs. Je vais essayer de revenir à ça. Donc, la première des choses, tu parles de contamination, c'est-à-dire, donc tu veux dire qu'il y a certaines familles qui pensent que l'autisme, ça se contamine. Donc, dès que tu fréquentes quelqu'un qui a un diagnostic de TSA, tu es contaminé, comme une maladie contagieuse. Oui. Il y a des familles qui sont convaincues il y a des parents qui sont convaincus que, mon enfant aussi peut être autiste parce qu'il fréquente avec un enfant qui est autiste ou bien parce que je fréquente. On a tout le tabou aussi que c'est quelque chose qui a été fait, c'est des enfants sorciers, il y a tout ce regard-là aussi qui vient renforcer la position de ces parents qui pensent vraiment qu'on va contaminer leur enfant. Donc, c'est au niveau de la compréhension du diagnostic. Donc, ça veut dire qu'en fait, ça touche ici aux représentations du handicap. Oui, comment est-ce que les perceptions aussi, qu'est-ce qu'on perçoit de la situation de handicap, qu'est-ce qu'on perçoit de l'autisme, qu'est-ce qu'on pense de l'autisme.
Mais de plus en plus, quand même, il y a une sensibilisation qui est faite. Mais on voit encore beaucoup de défis au niveau de nos communautés, que ça soit en Afrique, que ça soit au Canada. On observe que les familles sont isolées et stigmatisées. OK. Donc, quand tu dis isolées, ça veut dire que les familles restent dans leur coin parce qu'on les stigmatise ou bien c'est qu'elles-mêmes, elles se stigmatisent? Qu'est-ce qui peut pousser, par exemple, des parents à complètement s'isoler ou à isoler l'enfant, justement? Ben, je crois des deux côtés, le parent va arriver à un niveau où, OK, je me ferme. Parce que à chaque fois, par exemple, je vais dans une rencontre, je vais dans un milieu ou bien je vais chez des amis lors des fêtes d'enfants ou bien lors des regroupements. Et comme mon enfant a des difficultés d'adaptation, ben mon enfant peut crier, mon enfant peut avoir des comportements qu'on va dire des comportements bizarres. Et le regard des autres est très jugeant. Donc c'est comme je suis un parent qui n'est pas capable de bien éduquer son enfant, de bien élever son enfant. Donc il y a tout ce regard-là qui fait que à la fin le parent se dit mais pourquoi est-ce que je vais amener mon enfant quelque part où on ne l'accepte pas? Et il y a toute cette honte-là aussi de dire que mais mon enfant on a demandé que je mette mon enfant dans une classe spécialisée ou bien dans une école spécialisée. Donc il y a toute cette honte-là que le parent, cette famille va décider de garder leur enfant à la maison et de ne même pas faire connaître tout autour que ils vivent, parce que c'est des gros défis qui vivent ces défis-là dans leur famille. Donc on a des familles qui sont vraiment en souffrance à cause de toutes ces difficultés et cette démarche de retrait aussi volontaire à cause du regard de la société et du regard que la société met sur son enfant. Donc, quand tu arrives quelque part, ton enfant est très vite pointé comme l'enfant qui est mal éduqué. Pourtant, ce n'est pas ça du tout. Et souvent, les parents sont fatigués à chaque fois d'expliquer. C'est parce que mon enfant a ci, c'est parce que mon enfant a ça. Sous des regards, souvent on te croit, souvent on te croit pas. Souvent on pense que tu es arrivé, comme on dit souvent, ici et tu veux... Et les enfants ici n'écoutent pas les enfants. Donc, il y a plusieurs choses qui rendent en compte. En fait, c'est de multiples défis. C'est-à-dire, non seulement la communauté ne va pas pouvoir expliquer la différence de comportement de l'enfant, et en plus, on va juger les parents comme si ce sont eux qui n'arrivent pas à bien éduquer l'enfant. Et il y aura le sentiment de honte vis-à-vis de la différence. C'est bien ça? Oui. Et comme c'est des multiples défis, déjà, toi, le parent qui reçoit le diagnostic ou bien qui est en processus de diagnostic, il y a déjà, on s'entend qu'avant même, on disait que l'autisme venait de la mère. C'était des études qui le disaient. Donc, souvent, ça va revenir encore. Il y a comme ce sentiment de culpabilité. Là, je me sens coupable d'avoir donné... C'est comme j'ai transmis cette difficulté à cet enfant. Et je suis dans cette culpabilité et les gens viennent encore me juger. C'est moi encore qui dois expliquer que mais c'est parce que mon enfant est ici. C'est beaucoup. C'est beaucoup pour les parents. C'est beaucoup. Ils ont besoin qu'on les écoute. Ils ont besoin qu'on les accompagne. Mais se mettre encore en position que oui, il faut que j'explique. Non, c'est à un moment... je pense que le parent préfère se retirer que de pouvoir vivre ça au quotidien. Un peu comme s'il devait passer son temps à se justifier de la différence de son enfant face à des personnes déjà qui sont pas souvent tolérantes, mais qui sont très jugeantes et qui s'empressent en fait, comme tu dis, d'accuser la mère. On parle souvent de mauvais ventre. Oui, beaucoup. Que c'est à cause de toi que l'enfant est comme ça. Et aussi la culpabilité de la maman. Parce que je vois souvent des familles qui viennent consulter, beaucoup plus les parents. Et la mère qui va se sentir coupable et se poser des questions. Est-ce que moi-même je suis autiste? Est-ce que dans ma famille? Elle va commencer même à essayer de s'auto-diagnostiquer. Parce qu'elle veut trouver du sens. Oui, il faut qu'on donne un sens. Il faut que je donne un sens à qu'est-ce qui m'arrive. Peut-être ça serait le début de quelque chose, le début de cette petite lumière qui va me permettre d'aller plus loin dans la prise en charge de mon enfant, dans la compréhension des différents défis de mon enfant. Il faut vraiment que le parent, à un moment, donne un sens pour pouvoir avancer. Tout à fait. Et justement, si on parle un peu des stéréotypes et même, disons même des préjugés, parfois on dit que c'est des enfants serpents, que si tu le déposes au bord de l'eau, il va rentrer dans l'eau et disparaître.
Je pense que dans d'autres pays, même en Asie aussi, ils ont leur propre représentation de l'autisme. Et en fait, la manière dont tu comprends l'autisme va déterminer ce que tu vas mettre en place comme réaction et comme démarche pour faire face. Parce que si je te dis, par exemple, que c'est une malédiction, quand tu vas passer ton temps à faire des rituels et des rites pour justement conjurer ce sort-là pour que ça en aille et que l'enfant redevienne, entre guillemets, normal. Alors que si tu dis que c'est un trouble, si tu acceptes la représentation de l'autisme comme étant un trouble neurodéveloppemental, à ce moment, tu es plus enclin à écouter un peu les professionnels. Je sais pas par rapport à ça. Mais vraiment, merci d'amener aussi ce côté de la chose parce que ce qu'on observe aussi, je travaille dans les écoles ou bien avec l'organisme, on travaille avec les familles. Souvent, le trajet de soins, ça va vraiment être différent. Qu'est-ce que tu es en train de nommer? Un parent qui est convaincu que c'est un enfant serpent, c'est un enfant qu'il faut faire des rituels. Souvent, ce parent-là va même retourner en Afrique pour faire ces rituels-là parce que le parent espère la guérison de son enfant. Et on s'entend que chaque parent veut qu'est-ce qui est bien pour son enfant. Donc, on peut pas être dans le jugement de ce parent-là. Donc, imagine donc une équipe à l'école. Donc, quand je parle de l'équipe, la direction, les professionnels de l'école, on est en train d'amener ces parents-là. OK, il faut qu'on aille voir le pédiatre. Il faut qu'on aille voir gynécologie, mais c'est tout de suite, mon enfant n'est pas fou. Il faut qu'on fasse des évaluations plus poussées en neurosci. Donc, psychiatrie, ça c'est un autre niveau encore. Donc, exactement. On va voir qu'on va aller mettre l'enfant dans un asile. Donc, quand le parent pense que c'est en Afrique que je vais trouver la solution, tu vas tout faire. Le parent va retourner en Afrique chercher la solution. Mais sauf que souvent on va se retrouver dans des bris de communication aussi avec le système école parce que souvent on va nommer entre guillemets des parents non collaborants. Moi je n'aime pas beaucoup ce thème-là. C'est quelque chose qu'on est en train de travailler aussi dans nos écoles, la compréhension de la perception de l'autisme par les intervenants. Et donc, on va dire que c'est un parent qui ne collabore pas, alors qu'il faut juste aller écouter ce parent-là, prendre le parent où il est et pouvoir cheminer ensemble avec le parent en l'écoutant. Donc, tout de suite, on ne peut pas venir commencer à insister, tu dois faire les deux, tu vas faire ci, alors que le parent n'est pas disponible. Même quand on va sur la pyramide de Maslow, ça ne marche pas. Le parent est encore au premier échelle, le parent est en recherche, le parent ne va pas bien. Et en allant comprendre le parent, en allant écouter le parent, oui, il va amener son enfant ailleurs pour chercher la guérison de son enfant. Oui, j'accepte ça. Oui, je permets ça, mais il y a autre chose à côté. Donc, il faut vraiment cheminer avec le parent pour éviter ces bris de service qui ne profitent pas à l'enfant. Parce que on réduit pas la situation de handicap chez l'enfant en étant dans ce combat culturel-là. Tout à fait. Et ça touche même aussi à la question de l'acceptation du diagnostic. Parce que si on prend des parents immigrants, par exemple, ils viennent de leur pays avec une représentation de l'autisme ou même une méconnaissance. Beaucoup de parents vont connaître ce mot pour la première fois quand on va faire un diagnostic sur leur enfant. Donc, c'est quelque chose dont ils n'avaient peut-être pas entendu parler. Ils vont commencer à faire des recherches, essayer de comprendre. Et ils seront pris entre les représentations culturelles de l'autisme, les représentations familiales, la honte et puis les représentations même du pays d'accueil. Si dans ton pays d'accueil, on te dit que il faut que tu ailles voir les intervenants, alors que pour toi, c'est un sort, c'est une malédiction. Il y a déjà un déchirement chez ce parent-là. Il dit, mais je comprends pas. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est quoi? C'est une malédiction? C'est une maladie? Je ne comprends pas, c'est psy, tout ça. Il y a déjà un choc même au niveau de la compréhension de l'autisme et même comment mettre ensemble toutes les représentations que le parent a. Et parfois, on dit qu'il n'accepte pas le diagnostic. C'est juste que ce diagnostic-là n'est pas en phase avec ses représentations. Ce n'est pas qu'il rejette, c'est juste que ça ne correspond pas à ce que lui, il pense. Donc, il est en train de nous dire que je ne me reconnais pas dans ça. Ce que moi, je sais, c'est que c'est plutôt une malédiction et qu'il faut que j'aille faire les rituels au pays parce que l'enfant va guérir. On m'a dit de faire ci, on m'a dit de faire ça. Alors que si l'intervenant commence maintenant à le juger,
non, monsieur, madame, arrêtez-nous tout ça. C'est un trouble neurodéveloppemental. Le parent m'a dit, mais attendez, là, vous êtes en train de rejeter ma culture ou bien vous êtes en train de m'écouter pour m'aider. Donc, ce que je dis, effectivement, est pertinent. Parce qu'on vient tous de quelque part. Et l'autisme n'est pas perçu partout comme un trouble neurodéveloppemental. Et par conséquent, les recommandations ou même ce que tu dois mettre en place peuvent fortement varier en fonction de l'endroit d'où tu viens en fait. Et ça, les intervenants doivent vraiment le comprendre. Parce que si on parle d'autisme, moi par exemple, c'est quand j'arrive vraiment au Canada que je comprends c'est quoi l'autisme. Au Cameroun, j'étais enseignante, je n'avais jamais entendu parler de l'autisme. Et dans nos formations au Cameroun, on n'abordait pas encore tout ce pan des difficultés neurodéveloppementales chez les enfants. Donc, ça ne date pas de très longtemps qu'on a commencé à parler de ça dans les formations aussi. Donc, il y a une sensibilisation qui est faite. Donc, il faut comprendre ce parent qui arrive et qui n'a pas de connaissances et qui doit devoir se battre dans toutes ces différentes représentations-là. C'est beaucoup. Tout à fait, je suis d'accord. Dans un nouvel environnement, il faut comprendre le système scolaire. En plus de ça, un enfant qui a des difficultés et la démarche des soins aussi, rentrer dans le système de soins aussi n'est pas toujours aussi facile qu'on ne le pense. Il faut le comprendre aussi. Donc, tu es dans tout ça à un moment, c'est difficile pour le parent. Oui. Et là, on a même beaucoup parlé des parents, mais l'enfant aussi. Dépendamment de son âge, parce que bon, il peut être tout petit, ado, même presque déjà un jeune adulte. Hein, ça a aussi un impact sur lui aussi, parce qu'il verra qu'on le traite différemment. Parfois, il sera même maltraité à l'école. J'ai déjà eu des parents qui m'ont dit qu'ils ont remarqué des comportements de peur chez leurs enfants. Et finalement, on se rend compte que l'enfant est rejeté à l'école, mis de côté, parfois maltraité, et il commence à être agressif juste pour se défendre. Et on va dire que c'est l'enfant qui est agressif, mais on ne va pas prendre en compte qu'il est en train de réagir à un environnement hostile. C'est ça, on va voir beaucoup de... C'est pour ça que généralement, je vais mettre difficulté d'adaptation parce que je pense que dans le DSM-5, le trouble de comportement, je ne sais même pas si ça existe là-dedans. Mais beaucoup vont dire, l'enfant a un trouble de comportement. Mais en allant observer mon rôle, par exemple, je suis dans l'analyse clinique. Donc, quand on dit un enfant a des comportements inadéquats, il faut aller chercher et comprendre pourquoi. Pour faire une analyse. Et quand on parle d'analyse, c'est l'environnement où l'enfant vit. Il n'y a pas que l'enfant. Si on voit que l'enfant, on va se retrouver encore dans les années 70 où on pensait que le handicap était en la personne. Donc aujourd'hui, quand on parle du processus de production de handicap, c'est parce que le handicap n'est pas en la personne. S'il faut réduire la situation de handicap, c'est nous tous, c'est tout le monde, c'est la communauté, c'est tout le monde. Donc il faut aller observer et comprendre les comportements de cet enfant-là. Oui, ça peut partir du rejet. On s'entend que un enfant qui est dans un environnement avec un adulte, les enfants ressentent. C'est pas parce que ils ont différents défis qu'ils vont pas ressentir le rejet. Ils vont le ressentir. Si tu veux la marque, moi, je vais te donner de la marque. Si tu me donnes de l'amour, je vais t'en donner. Donc, souvent, en observant, on va voir que même souvent, la réponse à l'intervention des adultes, souvent, ils se rendent pas compte aussi. Mais on s'est dit, un intervenant, un éducateur doit être humble. Quand on parle de l'humilité en intervention, ça veut dire à un moment, il faut que je réfléchisse. Qu'est-ce que je suis en train de faire qui entraîne ces comportements chez l'enfant? Donc, en réfléchissant, je vais voir peut-être c'est vrai, l'enfant est difficile, mais peut-être ma façon de répondre à ces comportements a fait qu'il a créé comme ce rejet et a augmenté les comportements. Donc vraiment, on fait une analyse aussi sur nous en tant qu'intervenants pour pouvoir mieux accompagner les jeunes. Tout à fait. Et c'est aussi ce que les parents et même les familles devraient faire. Parce qu'il faut déjà comprendre quelque chose avant de chercher à trouver une solution. Mais si tu passes sur base de tes croyances que tu ne questionnes pas, on ne dit pas non plus qu'il faut rejeter sa culture, ses croyances, mais parfois, on peut juste essayer de remettre certaines choses en question, surtout quand ça n'aide pas, et voir si on ne peut pas envisager peut-être une autre perception de la chose et essayer aussi de nouvelles interventions, voir ce que ça donne. En tout cas, on va reparler. Je passe à la prochaine question.
Qu'en est-il de l'impact du diagnostic sur les couples et les familles de ton expérience? Quelles sont les différentes réactions que tu as déjà pu observer dans les familles qui viennent d'apprendre en fait qu'ils ont un ou plusieurs enfants qui ont un diagnostic de TSA? Oh, c'est souvent difficile. Si tu vas avoir des comportements de fuite, ça peut être n'importe quel membre du couple. Ça peut être la maman, ça peut être le papa. C'est très difficile parce que tu commences à réfléchir comme toute la culpabilité. Est-ce que c'est moi qui a transmis ça à mon enfant? Oui. Est-ce que cet enfant va pouvoir s'en sortir un jour? Est-ce que cet enfant doit être dépendant toute la... Donc, il y a tellement de questions qui passent dans la tête des parents. Et maintenant, dépendant de la personnalité de chacun, soit il y en a qui vont se fermer complètement. Donc, j'ai travaillé dans des familles où j'arrivais, le père était toujours dans la chambre. Il ne sortait pas parce que il n'avait pas encore compris qu'il doit s'impliquer. Bref, c'est parce que lui-même, il était dans la souffrance. Dans la souffrance, il était complètement coupé. Ça lui a pris plus d'1 an. J'ai travaillé 1 an dans cette famille-là à faire l'assimilation. Il y avait le deuxième enfant qui ont eu le diagnostic, ne communiquaient pas, étaient des enfants non-verbaux complètement. Et le papa n'était jamais sorti me demander qu'est-ce que je faisais avec les enfants. Souvent, je ne savais même pas qu'il était dans la chambre. Mais la maman s'était dit, OK, c'est arrivé. Donc, ça va dépendre de la résilience de tout un chacun. Qu'est-ce que je fais? Je retrousse les manches et j'avance. Mais avec les ressources, ça prend des ressources tout autour qui vont comprendre la famille et se dire, il faut qu'on les accompagne. Mais une année plus tard, quand ce papa a commencé à s'ouvrir, on a référé à un groupe d'écoute où il n'y avait que les hommes. Et je pense que ça l'a beaucoup aidé d'aller rencontrer aussi d'autres papas comme lui qui avaient des enfants en situation de handicap, qui avaient des enfants autistes. Ça a permis de voir son enfant différemment, de pouvoir commencer encore à aimer son enfant, à savoir que oui, c'est mon enfant, je dois lui donner de l'amour. Et tout doucement, il a commencé à sortir de sa chambre, venir me poser une question et repartir. Venir me dire, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que tu as besoin d'aide? Parce que quand j'arrivais, la maman était allée au travail parce qu'entre-temps, ça coûte cher. Il faut payer les factures. Si on doit amener l'enfant voir un professionnel, il faut payer. Donc, la maman travaillait. Et ce qui était bien dans ce couple, la maman a compris. Elle a compris, OK, il n'est pas rendu au même niveau que moi, mais la maman avait un suivi aussi en psychologie. Donc, en regardant tout le processus, vous appelez ça quoi, le processus d'acceptation. Donc, elle a compris, elle a très vite compris qu'elle n'est pas au même niveau que son mari et qu'elle allait attendre tout doucement. Elle était patiente. Mais est-ce que c'est tous les membres du couple qui vont avoir cette patience-là, de pouvoir être en train de se retrouver et de pouvoir accepter l'autre, accompagner aussi l'autre? Donc, généralement, quand on voit une personne du couple qui prend le lead, souvent, ça va fonctionner. À un moment, ils vont se retrouver. Mais dans nos familles et dans des familles immigrantes, c'est très difficile parce que nos perceptions viennent déjà que au moins dans 80% des familles avec lesquelles j'ai travaillé, que ce soit dans le cadre de l'organisme, que ce soit dans le cadre de mon travail au quotidien dans les centres de services scolaires, on va constater que à un moment, les familles auront tendance à se séparer, mais la faute est rejetée chez la maman. C'est toi qui m'as amené ça dans la famille. Et souvent, les belles familles vont s'en mêler. Quand je parle des belles familles, c'est les autres femmes, c'est les autres hommes de la famille du mari qui vont se dire, mais qu'est-ce que tu as apporté à notre frère? On va encourager la séparation, on va encourager le divorce. On va se dire, en allant prendre une autre femme, on va avoir des enfants qui sont en santé, entre guillemets. Donc, c'est pour ça que souvent, plusieurs familles, membres de notre communauté vont se retrouver en situation de monoparentalité avec 2 enfants, avec 3 enfants qui sont en situation, quand j'ai dit lourdement handicapés, on parle des autistes même au niveau 3, 2, 3, donc qui demandent vraiment un niveau de soutien assez élevé.
Et souvent même, ils vont vivre dans le même toit, mais c'est comme l'autre est complètement inexistant dans l'encadrement des enfants. Donc, malheureusement, c'est ce qui arrive. Si on retourne en Afrique, on va remarquer aussi que il y a beaucoup de familles qui sont en situation de parentalité aussi. Mais il y a des papas aussi merveilleux qui arrivent à prendre soin de leurs enfants, mais que c'est la maman qui est partie parce que la maman n'a pas pu supporter. La maman n'a pas pu accepter, la maman n'a pas pu comprendre. Mais un jour, quand elle fait son cheminement, à un moment, tout doucement, elle peut rentrer. Moi, je dis souvent, il faut pas être dans le jugement avec les parents. C'est difficile. Quand on est parent, juste le fait que notre enfant ait une fièvre, c'est la panique. Tout à fait. Et quand on s'entend que cet enfant ne peut pas dire ses besoins, cet enfant, on a des enfants qui sont en couche, on a des adolescents qui sont en couche et que les parents doivent devoir les changer. C'est pas facile. Donc, ne soyons pas dans le jugement parce que l'autisme, ça ne choisit pas où aller. Nous sommes des êtres humains. Demain, ça pourrait être ton petit-fils, ça pourrait être ta petite-fille. Mais on doit devoir les aimer pareil, on doit devoir accompagner les familles pareil. Donc, il faut donner de l'amour, il faut être dans l'écoute, dans l'ouverture. Tout à fait. Et d'ailleurs, je voulais parler aussi du deuil. C'est-à-dire, quand on apprend un diagnostic comme ça, au tout début, tu expliquais un peu le fait qu'il y a des parents qui ont des attentes à l'enfant rêvé. C'est-à-dire, j'ai des attentes par rapport à l'enfant que je vais mettre au monde. Et avec un diagnostic pareil, il y a souvent le deuil à faire. D'ailleurs, il y a plusieurs deuils. Il y a le deuil de l'enfant rêvé, le deuil de l'enfant idéal, donc de tout ce que j'avais projeté sur cet enfant. Il y a aussi le deuil même parfois de la relation et du couple. Parce que comme tu dis, il y a des hommes et des femmes aussi qui, à cause justement du diagnostic, vont soit abandonner l'enfant à l'autre parent, partir même, quitter la relation, ou comme tu dis, ils peuvent même rester, mais se désintéresser complètement. Parce qu'ils n'arrivent pas à faire le deuil, justement, de cet enfant rêvé, idéal qu'ils auraient voulu avoir, et ils sont dans la non-acceptation. Et souvent, c'est l'autre parent qui va un peu vivre les effets, les conséquences de cette situation, parce qu'il y aura la colère, il y aura les jugements, les critiques, le blâme, c'est de ta faute. C'est dans ta famille qu'il y a des choses comme ça, il n'y a pas ça dans ma famille. Donc, on aura toujours tendance, comme tu as dit, même les familles vont s'en mêler pour dire, ah non, chez nous, on n'a jamais vu ça. On est même allé chercher au village. Mais chez nous, il n'y a pas ce genre de choses-là. Il faut aller voir dans la famille de la femme, c'est elle qui vient avec ça. Donc, il y a tout ça qui va faire que même parfois un parent qui au départ veut comprendre et s'impliquer, ça peut être un obstacle. Parce qu'il va devoir faire face à la réaction du conjoint ou de la conjointe, de la belle famille, le rejet massif déjà à l'intérieur. Donc, on ne parle même pas encore de la communauté. Hein. On parle même déjà à la maison. Mais je vais amener un autre point. Oui. Vous savez que chez nous, quand tu mets un enfant au monde, un garçon, c'est un peu comme on dit le shinda, le succès. Donc, l'homme a cette fierté-là que non. Ça, je viens de mettre au monde un descendant. Un héritier, un descendant, oui. S'il a des difficultés, donc d'où la panique aussi. C'est comme cet homme aussi sa fierté, sa propre fierté. Donc, ça vient toucher au fond de ses valeurs. Comment ça a pu m'arriver? Comment tu as pu me faire ça? C'est comme si comment tu as pu? Donc, c'est dans des représentations mentales aussi, mais tout doucement, ce qui est sûr, il y a un jour, il y a des regrets aussi d'avoir dit ou bien nommé ou bien pensé certaines choses. Oui. Mais comme on dit, on ne peut pas les juger. Oui. Et quand tu parles justement, ça touche à la conception et la représentation de l'enfant dans nos communautés. Oui. Parce que l'enfant, dans beaucoup de communautés traditionnelles, c'est un peu comme le prolongement de soi. C'est-à-dire qu'il est inscrit dans une lignée et tu lui transmets ce qu'il va transmettre à son tour. C'est pour ça que tu vas voir souvent, beaucoup d'hommes sont très fiers quand c'est un garçon. Parce qu'on se dit, les filles vont se marier, elles vont partir, les hommes vont rester. Ça ne veut pas dire que les hommes n'aiment pas leurs filles, pas du tout. C'est juste que la représentation qui est associée au fait d'avoir un fils dans certaines familles, dans certaines cultures, elle est différente par rapport à celle qui est associée au fait d'avoir une fille. Bien que parfois, dans les faits, on se rend compte que ce sont les femmes parfois qui prennent plus soin même de leurs parents et de leur famille, même que les hommes, justement.
qui étaient censés être les héritiers, entre guillemets. Et j'ai déjà vu, effectivement, des hommes être affectés. Parce que, justement, l'enfant avait un diagnostic de TSA et c'était un garçon. Donc, pour eux, c'est un peu comme, je n'ai pas d'héritier. Parce que c'est mon seul fils. Donc, je n'ai pas d'héritier. Ça veut dire que c'est fini. Après moi, là, comme ça, c'est parti. Donc, quand on entend ça, si on ne prend pas de recul, on peut commencer à juger le parent. On dit, mais comment tu peux dire des choses comme ça? Le plus important, c'est l'enfant. Et quand tu essaies de prendre un peu de recul pour voir quelles sont les représentations de ce parent par rapport au fait d'avoir un enfant mâle, si tu comprends un peu la culture dans laquelle il a grandi, tu peux comprendre pourquoi il a ce genre de réaction. Qui, pour moi, ne veut pas dire qu'il rejette. C'est un peu comme un désarroi. Il est dépité, il dit, mon Dieu, et qu'est-ce qu'on va penser de moi? C'est comme si ça touchait à sa virilité, ça touchait en même temps à sa lignée, et ça peut provoquer vraiment... Il y a des gens qui font de grosses dépressions par rapport à ça. Et je pense même que dans beaucoup de cas, c'est ce qui peut motiver certains hommes à aller essayer d'avoir des enfants avec une autre femme. C'est-à-dire, ils vont essayer pour voir si l'enfant qu'ils vont avoir ailleurs n'aura pas l'autisme, en fait, pour se rassurer que non, je suis capable de faire un enfant, entre guillemets, qui n'est pas différent. C'est ça. Je ne sais pas si toi, tu as déjà eu à discuter ou vu des papas et même des mamans aussi, parce que quand on parle d'enfants mâles, ce n'est pas que les hommes, il y a des mères aussi. Quand elle met au monde et que c'est un garçon, tu sens la fierté du fait que c'est plutôt un garçon, parce qu'elle dit là, j'ai donné un héritier à mon mari, parce que voilà, maintenant, il peut transmettre son nom et tout. Est-ce que c'est des choses que tu rencontres souvent, des discussions que tu as souvent avec des parents dans la communauté par rapport justement à la question de la transmission qui pourra peut-être ne pas être possible parce qu'il y a eu ce diagnostic? Mais oui, souvent les parents me posent souvent la question, mais ça vient d'où? Si on cherche à savoir d'où ça vient, c'est parce qu'on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour ne plus y arriver. Donc, entre autres solutions, aller faire d'autres enfants ailleurs, ou bien demander à la femme de faire d'autres enfants aussi. Comme si en faisant d'autres enfants, ça pouvait remplacer celui qui est là, l'enfant qui est là. Donc, on cherche on se pose des questions et on cherche des solutions parmi lesquelles je fais d'autres enfants. Et si je fais d'autres enfants, est-ce que ça doit être aussi des enfants autistes? Est-ce que l'autisme est héréditaire? Plusieurs parents me le posent souvent. Est-ce que c'est héréditaire? Est-ce qu'on peut avoir plus d'un enfant autiste? Est-ce que c'est toutes des questions ou bien des parents qui vont se dire quand on a le premier enfant autiste, aller faire d'autres enfants, ça devient très, très difficile parce qu'on a peur. On a peur que, si le deuxième est encore autiste, qu'est-ce que je fais? Surtout que si on a le premier qui demande un très grand niveau de soutien, on s'est dit si on fait d'autres, parce qu'on a vu des familles où on avait 3-4 enfants autistes de différents niveaux. Donc, malheureusement, ces questions-là ne peuvent ne pas être posées. Ça rentre dans la réflexion et c'est sûr que ça vient déstabiliser les parents aussi. D'où l'importance de conseiller aux parents d'avoir un suivi. Un suivi aussi, je dirais, oui, référé, suivi en santé mentale, mais il faut que ça soit quelqu'un qui comprend aussi les réalités, qui comprend les normes, qui comprend les valeurs, qui comprend les représentations de la personne aussi. Sinon, ça va aider, mais pas complètement. Tout à fait. Et là, ça m'amène à un autre sujet qui est même le rejet de l'enfant ou des enfants par leurs parents. Parce qu'on a parlé de la stigmatisation de la communauté, du rejet de la famille, du père ou de la mère, mais on ne parle pas parfois de la maltraitance. Parce qu'il peut y avoir des parents qui vont commencer à maltraiter l'enfant, justement parce qu'ils n'acceptent pas. Ils n'acceptent pas que l'enfant soit différent et l'enfant demande de l'investissement. L'enfant demande que tu prennes le temps de comprendre, que tu l'aides à la maison, que tu le stimules suffisamment. Pour eux, c'est trop. D'ailleurs, même, j'ai appris que parfois, même dans certains pays, les enfants, même qui sont autistes, on les cache. C'est-à-dire, ils sont même cachés dans la maison, tu ne les vois même jamais et tu n'es pas au courant. Ils ne sont pas bien traités. Ils sont un peu comme dans certains pays, là, les personnes qui ont des maladies mentales où on les attache, on leur met des chaînes aux pieds, des choses comme ça, parce qu'on se dit que ils sont maudits. Ils vont
ils vont faire du mal aux autres, on les craint en même temps et puis on peut finir par les maltraiter. Surtout s'ils ont des frères et sœurs qui constatent que les parents eux-mêmes ne sont pas en train de prendre soin de leurs frères ou sœurs qui ont des TSA. Donc, ils vont parfois reproduire aussi le rejet et la maltraitance des parents vis-à-vis de leurs frères ou de leurs sœurs. Parce que dans la maison, en fait, c'est un peu ça c'est un peu ça le comportement qui est récurrent. C'est-à-dire, on dit non, laissez-le de son côté, ne vous approchez pas. On crie tout le temps sur l'enfant, qui à un moment donné, il va devenir aussi violent parce que quand tu subis comme ça tout le temps la violence, on s'attend à ce que tu réagisses comment. La réponse, ce serait la violence. Les enfants apprennent par imitation. Hein. Tu me cries toujours tu me cries tout le temps, tu me frappes tout le temps. Mais qu'est-ce que tu es en train de m'apprendre? Que la résolution des problèmes, c'est comme cela que ça se fait. Que s'il faut résoudre un problème, il faut qu'on crie. S'il faut résoudre un problème, il faut qu'on frappe. Donc, si tu me frappes, si j'ai un problème avec ma sœur, je vais frapper ma sœur ou bien mon frère aussi, parce que c'est qu'est-ce qu'on m'a appris. Et quand tu dis dans certains pays, c'est pas loin, même dans le nôtre. Il y a quelques années, on avait un jeune qui était attaché, je vais dire comme un chien dans une maison. Mais là, qu'on a essayé de rentrer dans la famille, je vais dire, à un moment, tu peux comprendre la famille. Quand tu vois une arrière-grand-mère qui est déjà fatiguée et qui doit devoir surveiller un enfant qui a de grands besoins, qui n'a aucune connaissance du danger. Donc, à un moment, tu te dis, qu'est-ce que ce parent-là pouvait faire d'autre que de l'attacher pour sécuriser pour sécuriser son petit-fils, parce que tu fais pas ça, il va sortir, il va courir dans la rue, tu sais pas, c'est une voiture qui peut le frapper, c'est quelqu'un d'autre qui peut. Donc, dans beaucoup de familles, les enfants sont maltraités. Souvent, les parents, moi, je parle toujours du fait qu'il y a des exceptions, mais je parle toujours du fait qu'un parent veut qu'est-ce qui est le meilleur pour son enfant. Donc, les solutions que les parents vont utiliser, ou bien que certaines familles vont utiliser, c'est parce qu'ils ne connaissent pas d'autres. Donc, d'où l'importance de les apprendre à mieux comprendre leurs enfants et ensemble avec ces parents développer des stratégies beaucoup plus adéquates pour accompagner leur enfant. Donc, quand on est dans la stigmatisation, je veux pas qu'on sache que j'ai un enfant qui a des difficultés chez moi. Je ne veux pas. Donc, cet enfant est derrière une barrière, derrière une porte quelque part. Souvent, les voisins ne sont même pas au courant qu'il y a un enfant de ce genre dans une maison. J'ai une famille, j'ai une maman qui, il y a 2 ans, me disait, je ne peux pas sortir avec mon enfant parce que elle n'est pas capable de rester dans une voiture. Elle brise toutes les vitres. Donc, du coup, même aller chez le pédiatre, non, elle reste dans la barrière. Et il y avait des moments où l'enfant partait en crise, elle brisait tout dans la maison. Et là, elle est en train de grandir. Tu vois, ce parent-là n'a pas eu d'accompagnement, n'a rien eu. Moi, je parle de chez nous, en Afrique. Ce parent n'a pas eu d'accompagnement. Ça serait quoi la solution? Qu'à un moment d'attacher cet enfant-là pour sa sécurité. Donc, c'est normal, c'est humain à un moment d'en avoir marre parce que c'est difficile. Imaginez un enfant qui vous frappe tout le temps. Un enfant qui détruit tout à la maison. Un enfant qui a toujours tendance à sortir. Un enfant qu'à l'école, ça ne marche pas. On t'appelle quotidiennement parce que ici, là, on va t'appeler. Quand ça marche pas, l'école travaille avec les familles. L'école travaille en droite ligne avec les familles. Donc, quand c'est difficile à l'école, on va t'appeler. Tu ne peux plus travailler. Donc, il y a tout ça. À un moment, je vais dire, cette maman, ce papa, cette personne, c'est une personne humaine, est fatiguée et le rejet peut embarquer. Tout à fait. Et d'ailleurs, même dans ce cas de figure-là, les parents sont des aidants proches. Hein. C'est-à-dire que quand on parle de la santé mentale et même de la charge mentale, physique d'un aidant proche, c'est de ça qu'on parle. Parce qu'on va seulement voir le diagnostic, mais on va oublier que c'est d'abord un enfant, que les parents ont d'autres enfants parfois, qu'ils vivent dans un pays où ils peuvent pas avoir de nounou, ils doivent travailler tous les deux, les soins coûtent cher, peut-être ils ont des problèmes de logement, ils ont d'autres problèmes aussi peut-être de santé mentale, anxiété, dépression, stress. Donc tout ça va se mélanger. Et on aura un problème de santé mentale aussi, en plus d'un problème de burn-out et de besoin de répit. Donc le parent ici, c'est le premier partenaire, mais
c'est aussi la personne qui est souvent la plus vulnérabilisée par la situation parce que la charge, parce que tu disais tout à l'heure que on va essayer d'encourager les parents à s'impliquer. Et tu dis aussi, ce n'est pas évident. Non. Parce que s'occuper d'un enfant, par exemple, qui a un diagnostic de TSA niveau 2 ou 3, c'est pas la même chose peut-être que niveau 1. Je veux dire, le degré d'implication est différent. Et à un moment donné, il y a des parents qui vont être fatigués, qui vont s'épuiser. Parfois, j'ai déjà eu en consultation des parents qui me disent, je n'en peux plus parce que l'enfant casse tout. L'enfant fait des crises de colère. On ne sait plus quoi faire. On est dépassé, on est épuisé. C'est-à-dire que gérer seulement les émotions même de l'enfant, ce n'est pas facile pour le parent. Et à la longue, eux-mêmes, ils sont dans un état d'usure émotionnelle qui ne leur permet même plus d'être de bons partenaires ou bien de bonnes personnes pour collaborer à la prise en charge de l'enfant. Et les intervenants doivent comprendre ça aussi. C'est pas toujours dire que oui, le parent ne collabore pas, le parent ne fait pas, le parent ne fait pas ça. Est-ce que tu as analysé l'historique? Est-ce que tu as essayé de comprendre dans quel contexte ils ont reçu ce diagnostic? Est-ce qu'ils connaissaient même l'autisme avant? C'est quoi les défis qu'ils rencontrent? Qu'est-ce qu'ils ont essayé et ce n'est pas en train de marcher? Et les autres enfants, parce qu'il y a aussi les frères et sœurs qui parfois vont dire qu'ils se sont sentis délaissés. Et je vois ça beaucoup à l'âge adulte. Quand maintenant l'enfant autiste grandit et les parents vieillissent. Et que ce sont les parents qui, pendant 20-25 ans, ont pris en charge justement l'enfant. Maintenant, il dit, je suis fatigué. Il faut que les frères et sœurs s'impliquent. C'est là où parfois tu peux voir ces frères et sœurs dire, ah non, parce que vous avez consacré toute votre vie à ne vous occuper que d'elle ou de lui. Nous, on a dû se débrouiller. Maintenant, vous voulez que nous, on mette en pause nos vies pour s'occuper. On dit non. Vous allez seulement continuer à vous occuper de votre enfant parce que vous avez priorisé cet enfant-là. Et c'est là où le parent se rend compte que, mais en fait, je n'avais pas pris conscience. Que comme l'autre enfant demandait autant d'attention, j'ai délaissé mes autres enfants. Je ne pouvais pas tout faire. Mais c'est maintenant, là, j'avoue que je me rends compte qu'ils ont dû se débrouiller un peu tout seuls et qu'il y a parfois un peu cette colère-là. Que oui, ça a été l'enfant privilégié parce qu'il prenait toute l'attention. Et maintenant, pourquoi nous encore, on doit prendre cet enfant en charge? Il n'est même plus un enfant, c'est déjà un adulte. Mais parfois, il demande toujours quand même beaucoup de supervision. Et ça va être un autre problème. Parce que quand maintenant l'enfant grandit, il devient adulte et qu'il n'est toujours pas autonome, qu'est-ce qui va se passer maintenant dans les familles? Est-ce que toi, tu as souvent des familles qui vivent ce genre de situation-là? Et qu'est-ce que toi, tu leur proposes comme solution ou recommandation? Je vais parler là d'ici. Ici, on a quand même des ressources pour adultes. Souvent, je vais dire aux parents que ne vous sentez pas coupable d'envoyer votre enfant dans une ressource intermédiaire. Donc, c'est des ressources qui vont accueillir les enfants et les fins de semaine, l'enfant peut aller voir les parents. Ouais. Parce que souvent, c'est très difficile aux parents de prendre la décision de pouvoir. C'est comme un échec. Le parent vit ça comme un échec de pouvoir laisser l'enfant dans une ressource. Donc, c'est important d'accompagner aussi les parents à ce niveau. Que maintenant, c'est pas un échec, c'est où est-ce que tu es rendu dans les besoins de ton enfant et quand tes besoins aussi. Quand il y a une fatigue qui s'installe, tu n'as plus la même force de pouvoir accompagner ton enfant. Et les autres enfants aussi, il faut éviter la surparentalisation. Les autres enfants aussi ont le droit de vivre leur vie. Donc, mais il y a certaines familles aussi que très tôt vont engager les autres aussi dans la prise en charge, dans l'accompagnement de leurs frères ou bien de leurs sœurs. Donc, ça fait comme un droit aux frères et sœurs de pouvoir s'en occuper, mais que les parents ne se sentent pas coupables d'envoyer dans des ressources intermédiaires, dans des ressources. C'est des professionnels qui travaillent et vous avez des droits d'accès. C'est pas un abandon. Là, c'est pas un abandon. Permet quand même aux parents de vivre aussi sa vie. Parce qu'en même temps, c'est pas parce qu'on a un enfant en situation de handicap ou bien un enfant autiste qu'on doit arrêter de vivre. Donc, c'est de trouver des moyens, trouver des stratégies pour pouvoir être en même temps un couple, en même temps une personne, en même temps père ou bien maman d'autres enfants à qui on doit donner aussi autant d'amour. Et je crois souvent en faisant ça,
en étant à l'écoute des parents, ils sont beaucoup plus enclins à accepter aussi. Accepter cela comme c'est arrivé à ce moment-là, il faut le faire, et non comme un abandon. Oui, oui. Là, tu parles de déculpabiliser. C'est-à-dire, si tu es dans un pays où il y a des ressources justement qui peuvent te soutenir dans cette transition, on peut t'accompagner à le faire en t'aidant à déculpabiliser. Maintenant, si on prend le cas des familles qui vivent dans des pays où il n'y a justement pas ces ressources-là, qu'est-ce que toi, tu conseillerais à ces familles? C'est vraiment compliqué. Souvent, les parents n'ont pas de choix que de prendre soin de leur enfant. Tu vas laisser à qui? On n'a pas de chance que l'État soit assez impliqué dans la vie de ces familles-là ou bien dans les mesures, sûrement parce qu'ils pensent qu'ils ont d'autres priorités. On n'a pas de choix que d'aider les familles à pouvoir les garder. Ils vont les mettre où? On n'a pas de ressources présentement dans plusieurs pays en Afrique. C'est le parent qui doit en prendre soin. Et on a quand même une culture d'entraide qui fait aussi que les frères facilement vont devoir comprendre que c'est leur rôle aussi de pouvoir prendre soin de leurs frères ou bien de leurs sœurs. Sinon, très tôt aussi, il faut qu'on pense à parler autonomie auprès de ses enfants. Souvent, j'ai un centre au Cameroun et souvent les parents, quand ils arrivent avec les enfants, on arrive par exemple avec un enfant, disons un enfant de 11 ans qui a des difficultés d'écriture, qui a des difficultés de lecture, mais le parent veut que son enfant écrive et lise. Souvent, l'enfant ne comprend même pas le sens de la lecture qu'il est en train de faire, mais c'est encore un combat avec les parents que je vais nommer. Est-ce que mon enfant communique? Le tout n'est pas qu'il parle. S'il ne communique pas, il serait pas autonome. Il peut communiquer. Il y a différents outils de communication. Et au niveau de l'autonomie, moi, je m'attends à 11 ans là qu'il soit capable, s'il mange, de débarrasser la table par lui-même, qu'il soit capable de laver les assiettes, qu'il soit capable qu'on commence à lui faire apprendre à faire frire un œuf. Là, pour d'ici demain, maman n'est même pas là, elle est capable de prendre l'initiative d'aller faire frire un œuf. Ça, c'est toute l'autonomie fonctionnelle qu'il faudrait qu'on priorise aussi. Mais je comprends les parents, ils veulent que leur enfant écrive, ils veulent que leur enfant parle, mais souvent, je vais revenir à l'autonomie. Moi, au Cameroun, on a commencé depuis l'année passée à avoir des journées, je sais plus comment les filles appellent ça. Ben, c'est des journées où c'est de l'activité pratique. C'est eux, les enfants du centre, qui vont laver, que tu aies 6 ans, que tu aies des plus jeunes. Ils vont laver le centre. On les apprend à plier les éponges. En même temps, on est dans la motricité fine. C'est un apprentissage aussi. On va les apprendre à dresser les tables, à manger et débarrasser, à balayer. On a commencé aussi les ateliers culinaires, dont chacun apporte un fruit. On fait une salade de fruits ensemble. Mais il faut que très tôt, très jeunes, on part de leur force et on essaie de développer au maximum possible les habiletés fonctionnelles qui vont encourager l'autonomie chez eux. Donc, plus ils vont grandir, s'ils sont capables de communiquer, s'ils sont capables de faire des petites choses à la maison, ça va venir aussi changer le regard aussi que les autres de la maison vont avoir sur eux. Parce que si le grand frère, si je suis un grand frère, je sors, je reviens comme mon petit frère, par exemple, qui a de grosses difficultés, qu'il a nettoyé mes chaussures, qu'il les a cirées, je vais avoir un autre regard. Si je reviens et que maman avait demandé que je lave les assiettes, je reviens que l'autre les a lavées. Mais moi, je change ma façon. Donc, on va dire que la personne participe socialement. La personne va se sentir au niveau du développement de son estime, de sa confiance en soi, ce sentiment d'appartenance-là déjà à l'environnement qu'est ma famille. Parce que j'aide aussi à travers des petites tâches, je me sens valorisée. Ça va me permettre quand même d'être beaucoup plus ouvert à certains apprentissages. Donc, de plus en plus, j'ai dit aux parents le plus tôt possible, cherchons à développer l'autonomie. Il n'y a pas l'écriture, il n'y a pas que les mathématiques, il faut qu'ils comptent. Mais s'il est en train de compter, il n'y a pas un sens derrière cette activité, à un moment, c'est problématique. Comment est-ce qu'il va utiliser tout ça? C'est la question qu'il faut se poser. Où est-ce qu'il faut s'en aller? Tout à fait.
Et j'aimerais aborder maintenant une troisième ou une quatrième question. C'est vraiment l'impact ou les conséquences de l'autisme sur la capacité d'un parent à peut-être se remarier ou se remettre en couple. Parce que comme on a déjà vu, il y a des couples qui se séparent à cause du diagnostic. Ça s'appelle l'homme qui s'en va, soit c'est la maman aussi qui abandonne l'enfant ou les enfants au père. Mais ce que moi j'ai déjà vu aussi autour de moi et parfois dans ma pratique aussi, c'est des mères célibataires qui ont une érosion. Comment je vais dire ça? Elles ont une érosion, voilà, de l'estime de soi. C'est-à-dire que elles se sentent inférieures aux autres femmes parce qu'elles disent, oui, mais regarde, moi, j'ai pas eu un enfant normal. Quel homme va vouloir être avec moi et quel homme va même vouloir d'abord vivre avec un enfant autiste si le propre père même de l'enfant est parti? Qui va accepter cette charge-là? Donc, c'est parfois des mamans qui vont se résigner à ne plus avoir de vie amoureuse ou de vie affective parce qu'elles se disent que l'enfant est un obstacle et qu'il n'y a pas un homme qui va accepter. Ça peut être aussi le papa hein, qui se dit, voilà, ma femme est partie, je suis seule à m'occuper de l'enfant, des enfants. Quelle femme va accepter cette charge, sachant que la mère même de l'enfant les a abandonnés pour s'en aller? Donc, je me dis qu'il y a aussi cette conséquence-là sur le reste même de la vie du parent qui peut à la longue même lui créer un sentiment de détresse émotionnelle. Je parle souvent beaucoup de la santé mentale des parents. C'est pas sur le diagnostic, c'est vraiment les impacts multiples que la situation va avoir sur leur vie, dans la manière dont tu t'organises, le type de boulot même que tu prends aussi, parce que si tu as beaucoup de rendez-vous à faire avec l'enfant, tu vas pas accepter n'importe quel travail. Parfois même, tu vas perdre ton travail. Parce qu'il faut que tu aies au rendez-vous tout le temps, tu es en retard, tout le temps, tu appelles l'enfant, fait ceci, il faut que tu peux perdre ton travail. Donc, il y a tous ces défis professionnels, financiers, et maintenant des défis aussi au niveau des relations amoureuses où le parent peut se retrouver condamné à la solitude affective parce que voilà, j'ai un enfant autiste et je suis condamné. Qu'est-ce que toi, tu penses de ça? Mais tout ce que tu es en train de nommer, c'est ce qui arrive souvent. On va voir des papas qui refusent de prendre une autre épouse parce que d'autres vont se dire je dois prendre soin de mon enfant. Peut-être une autre épouse va venir maltraiter mon enfant. Une autre épouse ne pourrait pas le comprendre comme moi je le comprends. Donc du coup le célibat est là pour longtemps. Ou bien aussi ils vont essayer de se mettre en couple. Et ça serait aussi des situations, si tu as un enfant, les femmes vont avoir comme peur. Tu as déjà un enfant en situation de handicap, peut-être tu vas en faire un autre avec moi. Donc, c'est les familles souvent qui vont se mêler. Est-ce que tu sais qu'il a un autre enfant? Pourquoi tu veux te mettre en couple avec? Donc, c'est comme tu vas aller aussi en faire. Et du côté de la femme, comme tu as déjà nommé, c'est pareil. C'est si le papa est parti, est-ce que l'autre va venir aimer ses enfants-là? Souvent c'est pas évident. C'est pas évident de se remettre en couple parce que déjà tu es en surcharge de tout ce qui en surcharge de comment est-ce que je fais pour accompagner mon enfant. Est-ce qu'il y a de la place pour les relations amoureuses? Donc souvent c'est ça, ces parents-là vont rester longtemps, mais on a quand même des merveilleuses personnes et nous sommes des personnes humaines. Il y a des personnes qui vont se décider que mais moi j'aime cette femme. Cette personne va aller voir au-delà des enfants que cette femme a ou bien au-delà des enfants que cet homme a et se dit, mais c'est une bonne personne, j'aimerais faire ma vie avec. Et jamais un homme ou bien une femme vont prendre cette position. Ça veut dire, ils vont embrasser cet enfant-là avec. Je vais pouvoir l'aider, on va voir la personne humaine qui est en arrière. Mais très peu vont pouvoir s'engager à se mettre en couple avec des familles mono qui ont des enfants. D'où l'importance justement de vraiment, d'où l'importance de soutenir vraiment aussi les parents, pas seulement par rapport à la prise en charge de l'enfant, mais par rapport aussi aux impacts de la situation sur leur vie, sur leur santé émotionnelle, les deuils qu'ils n'arrivent pas à faire, les regrets qu'ils ont, le sentiment de culpabilité, de honte. Donc, ils ont vraiment besoin d'un accompagnement sur le plan de la santé mentale. Et d'ailleurs, je te laisse expliquer les activités qu'on a fait ensemble pour accompagner les parents. Je te laisse, pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que toi, tu aimerais dire à ces parents de la communauté qui ont des enfants autistes et qui ont honte, qui se cachent? Qu'est-ce que toi, tu aimerais leur dire par rapport à tout ce que nous,
on a déjà organisé comme activité pour démystifier l'autisme, soutenir les parents et les enfants? On a eu à organiser des ateliers avec des parents où on a eu des retours très positifs. C'était toujours de très belles discussions. C'était vraiment de belles discussions. Déjà, le fait que les parents savent que ils sont ensemble, ils partagent les mêmes choses, il y a un professionnel qui les écoute, sans aucun jugement. C'est l'espace pour tout se dire, parce que je sais que l'autre ne peut pas se moquer de moi parce que il vit la même réalité, peut-être même pire que la mienne. Et tous les ateliers aussi que tu as fait, Vivette, ou les ateliers où il fallait prendre le parent en individuel pour aller plus loin dans l'intervention. Moi, jusqu'aujourd'hui, il y a des parents qui ne te connaissent pas, mais juste y penser. Oui. C'est de cette façon qu'ils te connaissent parce que ça leur a fait grand bien. Ça leur a permis, ça leur a permis vraiment de sortir de la situation de détresse où ils étaient, à pouvoir avoir un autre regard envers eux-mêmes, et par la suite, ça a permis une plus grande acceptation de leur enfant. Ça a permis même d'aller voir les forces de leur enfant, de voir les progrès de leur enfant, parce que c'est des choses que elle n'était juste pas présente, elle n'était pas là, elle pouvait pas. Donc, comme tu dis, c'est très important. C'est très important. Oui, il faut accompagner l'enfant. Oui, il faut donner du soutien à l'enfant. Oui, il faut permettre à l'enfant de mieux comprendre, permettre aux parents de mieux comprendre son enfant. Mais n'oublions pas que tout cela a un très grand impact sur le parent et que le parent doit aller consulter, le parent doit cheminer. Ça peut être dans des groupes de parents organisés. Ça peut être il y a plusieurs types de suivi qui peuvent être mis sur pour les parents, mais c'est très, très important et nécessaire. Tout à fait, merci beaucoup. On arrive à la fin justement de cette conversation très intéressante et je voulais juste rajouter à ça, parce que quand les parents entendent qu'il faut consulter, là on touche de nouveau aux stéréotypes de la santé mentale, du psy. Non, il va dire que je suis fou, il va dire que mon enfant est fou. Je veux juste clarifier ici que consulter, c'est juste aller rencontrer un professionnel et parler de la situation. Donc, c'est un terme clinique pour expliquer le fait que tu vas discuter de ta situation avec un professionnel et notamment un professionnel de la santé mentale qui est là pour t'écouter, t'informer, t'éduquer sur certaines stratégies et te soutenir aussi. Comme tu disais tout à l'heure, on a fait des groupes de soutien, on a fait des ateliers éducatifs, j'ai parlé beaucoup de l'acceptation du diagnostic, j'ai parlé de la dépression, du stress multiforme, du besoin de répit. Donc, si vous êtes un parent dans cette situation et que vous avez encore peur, vous cherchez où aller, écrivez-nous. Vous avez sur la chaîne l'adresse email mentalscience@gmail.com où vous pouvez répondre dans les commentaires. Et puis, Yolande ou moi, on va aller vers vous justement pour vous aiguiller, quel que soit le pays dans lequel vous vivez. N'est-ce pas, Yolande? Je pense qu'on a suffisamment de tentacules un peu partout pour pouvoir les aider avec des ressources et même des références. Que ce soit l'Afrique quand même, on a assez de ressources, Ça, pour moi, c'était vraiment le dernier point parce qu'on a parlé de la famille, des parents, des enfants. Et pour moi, la fin, c'était vraiment, sensibiliser maintenant les intervenants qui travaillent avec des familles immigrantes et aussi des familles africaines. Parce que quand on dit immigrantes, c'est plusieurs communautés culturelles. La manière dont on perçoit l'autisme au Cameroun ou en Côte d'Ivoire, c'est pas la même manière qu'on perçoit, par exemple, en Inde ou dans un autre pays de l'Asie. Donc, c'est vraiment que les intervenants comprennent que dans tous les pays, la maladie mentale, là, c'est pas une maladie mentale, mais même la notion de norme, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est différent, peut varier énormément. Donc, l'autisme, ce n'est pas perçu comme un trouble neurodéveloppemental partout. Ça, c'est le DSM qui le dit, c'est la classification du DSM. Mais il y a d'autres représentations, définitions de l'autisme qui existent dans d'autres pays, dans d'autres cultures, avec d'autres interventions même. Et même avant que je te passe la parole, je vais souligner aussi les représentations religieuses de l'autisme. Parce qu'on parle souvent de culture, on oublie la religion. Il y a, par exemple, j'ai lu une étude il n'y a pas longtemps, je pense que ça devait être en Côte d'Ivoire, où beaucoup de familles
perçoivent l'autisme comme le diable, c'est-à-dire qu'ils vont aller voir le prêtre ou le pasteur pour qu'on fasse des séances d'exorcisme. Donc, il y a aussi des représentations religieuses de l'autisme dans certains pays. Et ces personnes qui ont ces croyances religieuses-là ne vont jamais aller voir un psychiatre, un éducateur spécialisé. Ils vont aller voir un leader religieux parce que c'est lui justement qui sait quoi faire pour, comme ils disent, exorciser, essayer de gérer les symptômes de la personne. Et j'ai vu, ça se passe aussi dans certains pays d'Asie. Donc, ne soyons pas dans le jugement pour hiérarchiser les représentations et les modèles d'intervention parce qu'il y en a différents. C'est ce qu'on appelle la diversité de représentation du monde et de compréhension du monde. On essaie tous de donner du sens à ce qu'on voit, mais pas de la même manière. Donc, les intervenants doivent vraiment être sensibilisés à ça. Ils ont été formés à ce que le DSM explique, mais quand tu as en face de toi quelqu'un qui pense autrement, remets en question ce que tu as appris et va chercher la compréhension de l'autre pour arriver à te mettre de son point de vue et dire, OK, voici comment il voit les choses. Comment est-ce que je peux trouver un moyen là-dedans de faire un pont entre ce qu'il comprend, ce que moi je comprends, pour que nous puissions construire ensemble, même co-créer une représentation qui ait du sens et même un plan d'intervention. Donc ça, c'est pour les intervenants qui ont besoin de beaucoup de formation et d'information à l'intervention interculturelle. Mais je te laisse terminer avec ce point-là. Comme tu dis, ça serait très important d'aller comprendre, d'aller essayer de comprendre comment est-ce que l'autre personne perçoit l'autisme avant de pouvoir mettre sur pied des interventions. Parce que si je me dis, tu vois par exemple quelqu'un qui est dans la croyance religieuse, si je ne peux pas valider avec les parents cette croyance-là, je vais amener mes autres croyances à moi et ça, c'est sûr que le parent ne pourrait pas comme rentrer dans le trajet de soins qu'on va pouvoir lui proposer. Moi, je travaillais à un moment dans une école et j'avais un jeune Chinois qui était autiste et on avait beaucoup de défis avec. Et c'est sûr que la santé mentale embarquait aussi. Parce que c'est pas parce qu'on est autiste qu'on peut pas avoir des difficultés de santé mentale. Et plus tard, qu'on allait beaucoup plus, ça m'a fait j'ai commencé comme à lire sur comment est-ce que les Chinois perçoivent l'autisme. Là, je me suis rendu compte c'est quelque chose que pour eux, ça n'existe pas. Je vais dire, le parent pour lui était dans mon fils est à l'école, il doit apprendre comme tous les autres. Point. Donc, vous me dites qu'il a des défis de quoi? À un moment, c'était nous le problème. Le parent nous le nommait, c'est nous le problème. Ne m'appelez plus, vous m'appelez que je viens le chercher. Je ne vais pas venir le chercher. Sa place est à l'école et c'est à vous de vous débrouiller pour lui donner l'éducation. Et à un moment, il nous a glissé. C'est comme ça que ça se passe en Chine. C'est comme ça que ça se passe en Chine. Je me suis dit, mais bon, il y a quelque chose qu'on est en train de rater. Donc, j'ai commencé à chercher d'autres collègues qui sont chinois. J'ai commencé comme à prendre des renseignements un peu de partout parce qu'il fallait que je comprenne ce parent-là. Et à un moment, c'est un parent aussi parce qu'il y a souvent la barrière linguistique aussi la barrière culturelle, la barrière linguistique. On fonctionnait toujours par des interprètes. Et, à un moment, je me suis assise, j'ai lu et j'ai compris que, OK, c'est parce que dans les écoles en Chine, ils connaissent pas de personnes autistes. Dans les écoles en Chine, la discipline, c'est l'école qui doit mettre la discipline. Le parent n'a pas à venir à l'école mettre la discipline avec vous, non. Donc, une fois qu'on a compris ça, OK, on a eu un autre discours avec le parent. Et on s'est rendu compte que même les difficultés la partie qu'on alliait à la santé mentale, c'est à cause de la pression que le jeune avait aussi à la maison par rapport à ses difficultés. Parce que si tu crois fort que ton fils va être un ingénieur, là, et qu'il a des difficultés, veux ou pas, tes interventions à la maison vont créer d'autres défis chez le jeune au niveau de son estime, au niveau de sa confiance, au niveau de son rôle d'élève même. Il ne jouait plus son rôle d'élève. Il était comme révolté. Donc, une fois qu'on a su ça, on est rentré en contact avec le parent, on a parlé avec. Donc ça, j'interpelle souvent mes collègues aussi, j'interpelle souvent les intervenants. Allez comprendre d'où proviennent ces familles. Ça prend des formations.
de plus en plus quand même au Québec, je vais parler du Québec. Au Québec, on prend en compte cette vision de la chose, puisque si on est dans l'inclusion, il faut inclure toutes les communautés. Mais on a encore très peu de formation ou bien très peu de formateurs qui vont connaître même comment est-ce que donner ces formations-là. Donc, on a encore ces défis-là. Et même au niveau de la recherche, il n'y a pas beaucoup de recherches aussi qui sont faites sur tous les liens qu'on peut faire entre l'intervention et la méconnaissance du système de l'autre ou bien des valeurs de l'autre. Mais tout doucement, les choses quand même se placent de plus en plus. Tout à fait. Et tu soulignais aussi quelque chose de très important là, c'est le fait que l'intervention interculturelle est vaste. Par exemple, tu peux avoir de bonnes compétences culturelles par rapport à la compréhension de l'autisme ou aux représentations de l'autisme dans ton pays ou dans certaines cultures, mais tu n'y connais absolument rien quand il s'agit d'une autre culture ou d'un autre pays. Je veux dire, pour savoir ce qui se passe, par exemple, en Asie, j'ai dû me documenter beaucoup, faire énormément de recherches parce que je viens pas de là. Par contre, pour l'Afrique, je le savais parce que je suis née, j'ai grandi là. Il y a des choses par immersion que tu comprends tout de suite. Donc, même quand tu es un intervenant, tu as aussi des compétences culturelles limitées. Sûrement. Parce que tu vas connaître par rapport à certaines régions, mais quand il va s'agir d'un autre type de communauté, tu es novice. Et c'est là où on parle d'humilité. L'humilité, c'est de reconnaître que malgré mon statut de professionnel, malgré ce que je suis capable de faire, voici mes limites. Avec cette situation, je peux aller jusqu'ici, mais au-delà, je ne sais pas. Je ne sais pas comment faire parce que je n'ai pas appris. Il faut que je m'informe, il faut peut-être que je réfère le parent ailleurs, il faut que je trouve d'autres ressources. Donc, je pense que parfois, on est tous dans un processus d'apprentissage. Que ce soit le parent qui va nous apprendre de sa culture s'il est ouvert, parce qu'il y a des parents qui vont dire, mais tu es le professionnel et c'est moi qui dois te former à mon problème. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc, il y a des parents aussi qui vont dire, c'est hors de question. Je ne te paye pas pour te former, va te former et puis tu reviens m'aider. Or, il y a d'autres parents qui vont dire, OK, je vais vous expliquer comment ça se passe chez nous. Et comme ça, toi, l'intervenant, tu as de quoi aller chercher plus de ressources et plus d'informations pour mieux l'accompagner. Mm-hmm. Mais c'est un processus, c'est vraiment, il faut s'impliquer. Il faut s'impliquer. Tu peux pas juste dire que tu vas faire une consultation, remplir tes documents et puis faire tes notes cliniques et puis c'est fini. Ça va au-delà de ça. Il faut une réflexion clinique, une réflexion sur ton intervention et même sur ce qui ne marche pas. Parce que parfois, tu mets même des choses en place, c'est un échec total. Et les gens ne comprennent pas souvent ça, que même en tant qu'intervenant, tu peux échouer dans les interventions. C'est normal. On n'est pas des robots. Parfois, on se trompe dans les hypothèses. Parfois, peut-être c'est avec le temps qu'on se rend compte que les forces se trouvaient plutôt de l'autre côté et on ajuste comme ça le plan d'intervention au fur et à mesure. Parce que ce n'est jamais quelque chose de statique. C'est quelque chose qu'on remet en question, qu'on redéfinit, qu'on réenrichit et que finalement, l'objectif c'est de trouver quelque chose qui correspond à l'enfant, aux parents et finalement à toute sa famille. Donc voilà, en tout cas, on reviendra sûrement encore sur le sujet parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais j'aimerais te demander si tu as un dernier mot, en fait, pour ceux qui nous écoutent. Je vais présenter beaucoup plus l'association. Je pense que parce qu'en même temps, je suis éducatrice spécialisée et présidente fondatrice de l'organisme Handicap Action et Diversité. On accompagne les familles, que ce soit au Canada ou en Afrique. On a plusieurs familles qui viennent un peu de partout dans le monde et on les accompagne vraiment dans le respect de leurs besoins. Nous avons une approche très, très inclusive. Moi, je crois en l'inclusion et je crois à l'accompagnement des familles et des enfants. Parce que j'ai vu des enfants évoluer, je sais qu'ils ont du potentiel. Il faut tenir compte de leurs forces. On organise des ateliers de socialisation pour pouvoir sortir ces familles, sortir les enfants des maisons parce que on s'entend que quand tu n'es pas dans ton pays, tu te retrouves entre deux murs. Tu n'as pas de temps, tu n'as personne chez qui ton enfant peut aller. Donc, à un moment, il faut que les organismes prennent un peu le relais pour pouvoir sortir les enfants et donner du répit. Donc, on fait des activités de socialisation à Montréal. Oui, à Yaoundé aussi au Cameroun, on a un centre de prise en charge pour les enfants.
Et comme je dis, on mise beaucoup sur les besoins. On va du besoin. On n'a pas une approche très diagnostique. On a une approche par besoin des enfants. On part du besoin et on développe des compétences chez les enfants. Donc, je vous invite vraiment d'avoir une ouverture dans un monde plus inclusif, d'avoir un regard très empathique, de donner juste de l'amour à toute personne parce que toute personne y a droit. Ok. Merci beaucoup, Yolande. En tout cas, comme on a dit tout à l'heure, si vous êtes un parent dans la situation, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a l'adresse courriel, il y a le chat. Nous, on va prendre contact avec vous et voir comment on peut vous aider. En tout cas, merci de nous avoir écoutés et on vous souhaite de passer une belle soirée si c'est le soir chez vous, une bonne journée si c'est la journée et à très bientôt sur Mental Science pour de nouveaux épisodes de conversations avec la communauté, parce que la communauté doit s'exprimer. Pas que les professionnels, mais toutes les personnes qui ont de l'expérience, de l'expertise sur un sujet qui touche le bien-être de notre communauté ou la santé mentale ou la culture sont évidemment les bienvenus ici. Donc voilà, à très bientôt.